J'ai créé le label Versatile en 1996. J'étais connu sous le nom de Gilbert, GILB-R. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Gilbert, de son vrai nom Gilbert Cohen, est un DJ, compositeur et producteur français de musique électronique. Au milieu des années 90, il crée l'incontournable label Versatile Records. En 1996, il forme avec Nicolas Shea, alias iCube, le duo Chateau Flight. C'est dans le studio du label qu'il me reçoit aujourd'hui pour raconter son incroyable histoire musicale. Ses premiers gigs comme disque jockey dans une boîte de nuit à Nice, sa rencontre avec l'insaisissable Pat Cash, organisateur des premiers rêves à Paris, son passage à la grande époque de Radio Nova avec Jean-François Bizot, et bien sûr la création de son label, dont le premier vinyle est Disco Cubisme d'iCube, comprenant un remix des Daft Punk, une référence de l'époque sortie quelques mois avant leur premier album Homework. Gilbert évoque aussi son actualité et notamment la sortie de son deuxième album solo et le prochain album de Chateau Flight. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Bonjour Gilbert. Bonjour. Quel a été ton premier contact avec la musique ? Mon premier contact avec la musique, c'est vraiment mes grands-parents, qui sont d'origine tunisienne et qui écoutaient pas mal de musique arabe et qui avaient chez eux un tourne-disque. Et donc moi je passais pas mal de temps et ça m'amusait de mettre les disques un peu qu'ils avaient. Et puis un peu plus tard ils avaient aussi un magnétocassette. Et donc je me suis pas mal aussi amusé à faire un peu des impros, à faire un peu des délires comme ça, soit avec eux, soit tout seul, soit avec ma mère parfois. Donc ça c'est vraiment les premiers contacts, les tout premiers contacts que j'ai eu avec la musique. Et puis mon grand-père il avait un délire, chaque semaine il m'achetait un 45 tours. Bon évidemment à l'époque c'était, j'écoutais pas Kraftwerk, hein. C'était vraiment les tubes un peu du moment, les morceaux qui passaient à la radio. Mais on peut dire que c'était un peu ça mes premiers contacts avec la musique. Ouais. C'était à quelle époque à peu près ? Je suis né en 69, ça devait être, je devais avoir 4-5 ans. Donc 73, 74. Et plus tard, à l'adolescence, t'as écouté des trucs par toi-même ? Moi j'ai remarqué que c'est souvent aussi des gens qui vous introduisent un peu à des choses. Donc c'est un peu des mentors ou des. Donc moi dans mon cas, c'était un mec qui s'appelait Michel Théman qui était avec moi au collège et qui avait un grand frère. Donc c'est souvent les grands frères aussi la musique. Bon moi j'ai souvent entendu ça chez des potes, c'est souvent les grands frères. Mais donc ce Michel avait un grand frère qui lui était pas mal dans la musique et en fait il faisait des cassettes. Donc lui en fait il a commencé à me faire des cassettes de plein de trucs. Donc à l'époque c'était beaucoup de jazz rock, beaucoup de jazz, beaucoup de un peu de funk. Et tu te souviens du premier concert que tu as vu ? Moi je suis de Nice d'origine. Et en fait à Nice il se passait pas grand chose musicalement et il se passait juste un truc une fois par an, c'était un festival de jazz qui existe toujours d'ailleurs, mais donc je trouve à l'époque était beaucoup mieux que celui qu'il y a aujourd'hui. C'est pas pour faire un truc genre rétro, c'était mieux avant, mais c'est à dire qu'avant il y avait trois scènes simultanément, ça commençait à 5h et ça terminait à minuit et c'était vraiment quand même axé jazz on va dire, mais quand même un peu large, alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup de trucs on va dire un peu plus variétés, ou là aujourd'hui c'est vraiment pour amener du monde, alors qu'avant c'était vraiment, je sais pas, j'ai vu Miles Davis 6 fois et j'ai vu Herbie Hancock plein de fois, puis j'ai vu des mecs, je sais pas, Lionel Hampton plein de fois, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique en fait, par le jazz. Et le titre qui t'a marqué à l'époque ? Il y en a pas mal, mais bon, moi c'est vraiment le titre qui m'a vraiment marqué, c'est Love Supreme de Coltrane, qui a été vraiment un morceau fondateur pour moi, qui m'a ouvert complètement les horizons pour tout ce que d'ailleurs probablement je vis maintenant musicalement. Ce truc de l'improvisation, ce truc un peu deep. Comment et à quel moment tu es devenu DJ ? C'est en fait, moi je suis vraiment arrivé au DJing. En fait, ma sœur, et c'est une histoire assez marrante, elle était mariée avec un juif orthodoxe. Qui s'était associé avec un autre gars qui était un prof de karaté et donc ils avaient ouvert un club à Nice qui s'appelait le Pharaoh's Club. Et donc moi la première fois que je me suis retrouvé derrière les platines, c'était moi j'ai trouvé qu'après le mec c'était un arnaqueur, l'autre par l'orthodoxe s'était fait arnaquer par le prof de karaté et tout, mais du coup c'est comme ça que je me suis retrouvé en fait dans une cabine parce qu'il était une discothèque à l'époque quoi. Voilà, et donc c'est vraiment mon premier je devais avoir je sais pas 16 ans.
La première fois que je suis entré là-dedans, ce truc de la nuit, des lumières, de la musique fort et tout, c'était à travers donc ce juif orthodoxe et ce prof de karaté et donc ce Pharaoh's Club de Nice. Donc ouais, c'est une histoire marrante. Et puis et après, en fait, on a commencé à... En fait, nous on sortait à cette époque-là. Fin des années 80, c'était quand même une musique assez blanche, c'était quand même assez new wave, assez rock et tout. Et nous, c'était pas trop notre truc à Nice. On était plus dans le funk, on était plus dans le rap qui débutait vraiment à ce moment-là. Et donc, on allait toujours dans un club qui s'appelait le Fin Letters à Nice. Et donc, il y avait un DJ. Donc, c'est bien, je peux enfin lui rendre hommage à ce DJ qui s'appelait Christophe, qui était un DJ belge. Et bon, la Belgique à cette époque-là, ils avaient déjà compris pas mal de trucs. Il y avait la New Beat, et puis il y avait vraiment une culture. Et donc je l'écoutais. Et en fait, je me rends compte, avec le temps, c'est un mec qui m'a vachement influencé. Et après, donc on a commencé à faire nos propres soirées dans ce club. Un peu donc en réaction à toutes ces soirées qu'il y avait rock et tout. Nous on s'est dit bon nous on veut pas ça, on va faire donc nos soirées, ça s'appelait Soul Power. Donc la première c'était en 1989. Et donc le délire c'était qu'on est toute une bande de potes. Et donc on s'est tous partagé un peu le boulot. Donc il y en a un qui allait faire l'entrée, un qui a fait le bar. Donc moi je me suis donc improvisé DJ. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers gigs en tant que DJ en fait à Nice. Donc ces soirées Soul Power, on en a fait je sais pas, on en a fait quand même quelques-unes quoi. On a fait 7 ou 8, d'abord là au Fin Letters et puis après dans un plus grand endroit qui s'appelle la salle New York, parce que ça marchait vraiment bien. Puis c'est terminé un peu tragiquement parce qu'il y a une espèce de baston, donc c'est toujours la classique des bastons du Sud. C'est toujours des mecs de Paris qui viennent et qui embrouillent une nana d'un des mecs de Nice en l'occurrence. Et donc ça s'est terminé en bataille rangée, vraiment vénère, un truc vraiment super violent parce qu'il y avait quand même, je sais pas, dans la boîte il y avait au moins 800 personnes. Donc moi je me rappelle devant le club, c'est des mobylettes qui volaient et tout, c'était vraiment un truc de dingue. Donc, après ces soirées Soul Power, tu décides de monter à Paris. Comment ça s'est passé ? En fait, il y a un mec qui s'appelle Albert qui faisait des soirées au Bellagio dans les 90s. Donc lui, c'était en un mode un peu plus des soirées un peu donc au Bellagio, c'était un dancing de la rue de Lappe. Et donc lui, il faisait des soirées 2 fois par semaine à Paris au Bellagio. Alors lui, c'était hyper codifié, donc il avait des séries latines, des séries soul. Et lui, en fait, un jour, il est venu à Nice. Lui, je savais qu'il avait des soirées à Paris, et donc j'ai dit écoute, voilà, moi j'aimerais bien partir, j'aimerais bien monter à Paris, j'aimerais monter sur la capitale, voilà. Donc si je viens à Paris, est-ce que tu me prendrais pour tes soirées au Bellagio quoi ? Et il m'a dit ok, en fait c'est comme ça que j'ai débarqué à Paris. Et donc juste avant de partir à Paris, donc ouais, Albert m'a dit ok c'est bon, je te prends pour les 2 soirées du Bellagio. J'avais un plan à Radio Nova parce que j'avais rencontré un Marc qui travaillait à Nova, qui était venu aussi à ces soirées à Nice, et moi j'étais déjà méga fan de Nova à l'époque. Il faut savoir que je parle d'une époque, il n'y a pas d'internet, il y a rien de tout ça. Donc en fait la musique c'est soit en vinyle, soit en cassette. C'est-à-dire d'enregistrer des trucs à la radio, c'est comme ça que la musique circulait. Et donc bon, il y avait vraiment plein de cassettes de Nova qui circulaient. Donc pour moi Nova c'était déjà complètement mythique à cette époque-là. Et donc quand le mec de Nova est venu, évidemment je vais sauter dessus. Je dis ouais, est-ce que ça te dérange pas quand je viens à Paris, est-ce que je pourrais venir à la radio, parce que comme je te disais pour moi c'est dingue. Donc voilà, donc je vais pour partir à Paris, c'est ok. J'avais pris mon billet et là 2 jours avant je me retrouve à Saint-Paul-de-Vence. En fait, il y avait une amie à moi qui a toujours eu des maisons assez dingues. Et donc là, en l'occurrence, elle habitait à Saint-Paul-de-Vence, donc dans l'appartement du mec de James Baldwin. Tu vois qui c'est, l'auteur noir américain. En fait, James Baldwin, il était mort déjà. Et donc lui, il s'appelait Bernard, je crois, son mec. Et donc je me retrouve dans cette baraque complètement dingue avec des disques de Miles Davis signés, des photos dans tous les sens. Enfin, vraiment le truc, la maison de James Baldwin. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelait Claude Sabat, qui bossait dans la mode, pas mal pour Jean-Paul Gaultier à l'époque-là, et un autre gars avec lui, qui s'appelait Pat Cash. Donc Pat Cash, je sais pas si tu vois qui c'est un mec mythique dans les années 90 à Paris. C'est le mec qui a fait les toutes premières raves illégales à Paris. Moi je le connaissais même pas, hein. Moi je savais même pas que c'était Pat Cash ni Claude ni personne, tu vois. Juste je vois ce mec en même temps hyper sympa, on est là dans le jardin dans la maison du mec de James Baldwin, tu vois, on discute, ouais qu'est-ce que t'écoutes, ouais moi j'écoute Ice Cube, j'écoute ci, j'écoute ça, et je vois que le mec on accroche musicalement. Et le mec dit tu sais quoi, quand tu viens à Paris, bah moi je fais des soirées, bah si tu veux je te fais jouer quoi. Et en fait ouais, donc ce mec c'était Pat Cash, et je me suis retrouvé en arrivant à Paris, donc en faisant ces soirées du Bellagio que j'ai
assez vite arrêté par la suite, parce que c'était un peu plan-plan, je veux toujours un peu les mêmes trucs, et moi musicalement j'étais en mode, j'étais en explosion quoi, c'est-à-dire je découvrais, voilà, j'arrivais de Nice à Paris, j'avais la tête qui explosait, donc je me suis retrouvé d'un coup, bon voilà, dans peut-être le truc le plus underground qu'il y avait à Paris en 90 quoi, qui était donc les soirées de Pas de Cash, tu vois. Et il y avait un brassage de gens, c'était dingue, parce que justement, t'avais aussi bien les side-side, donc des mecs qui viennent vraiment du sound system, que des mecs genre hardcore, gabber, comme lui, comme Pat, tu vois. Donc ça avait vraiment ce mélange ça s'est un peu perdu par la suite, bizarrement. Mais c'était vraiment une espèce d'oasis d'un truc que j'ai jamais retrouvé après, qui était complètement dingue. Et d'ailleurs, donc mes premiers jours, parce qu'il m'a dit Pat, il m'a dit ouais, tu sais quoi, moi en fait j'allais dormir chez ma grand-mère à Paris, donc ça m'excitait pas à mort d'aller dormir chez ma grand-mère, j'avais pas d'appart et tout. Lui il m'a dit ouais, bah, pas de problème, ouais, viens dormir chez moi et tout. Donc moi je débarque chez lui, je suis avec un pote, c'était rue du Croissant dans le Marais. Et là, j'étais avec un pote, j'avais mon sac, vraiment le mec de province qui débarque, mon sac, je monte premier étage, deuxième étage, troisième étage, je commence à avoir des fils, troisième, quatrième étage, je commence à avoir des trucs détruits. En fait, assez vite, je comprends que c'est un squat, en fait, que le mec, il habite dans un squat. Et donc là, j'arrive chez lui et c'était complètement... Il y avait les murs qui étaient recouverts de papier aluminium. Et lui, il passait ses journées à délirer avec une 303, une TB 303. Enfin, c'est vraiment, je crois, les prémices de la techno en France. Ouais, donc ce mec après par la suite, bon il a eu un parcours un peu, voilà, ça a été un peu, il est devenu rabbin, maintenant il habite en Israël depuis 30 ans, et je l'ai revu d'ailleurs une fois, il a pas changé, c'est juste qu'il est rabbin, enfin en tout cas qu'il est religieux, mais en tout cas ouais, je voulais parler de ça aussi parce que j'en avais jamais parlé avant, et ouais, c'était vraiment une connexion pour moi à Paris qui a été, je pouvais pas rêver, si tu veux, d'une meilleure introduction à Paris. C'était vraiment le summum en même temps de la branchitude, en même temps de l'underground, en même temps. Voilà. Il y a aussi des gens qu'il faut que je cite, parce que ça a été important pour moi, c'est le groupe Malka Family, donc qui était pareil, qui traînait aussi, c'était vraiment cette nébuleuse de cette époque-là, des 90s, donc un peu funk, donc Pat, il avait son groupe Cosmic Wurst et tout, et en fait, eux, avant, ils avaient des soirées qui s'appelaient la Disco Mobile, ils étaient sur une péniche, et eux, pareil, c'est parmi les premières personnes à Paris qui m'ont vraiment fait confiance, qui m'ont fait jouer dans toutes les disques mobiles. Et donc ça, pareil, je les ai pas souvent big up ou remercier. Donc bah, j'en profite pour leur faire un petit coucou, un bisou et voilà, et les remercier avec le temps et la distance. C'est à ce moment-là, à cette époque, que tu bosses à Radio Nova. C'est un moment déterminant pour la suite de ta carrière, non ? Bah ouais, ça a été pour moi aussi complètement... Enfin, tout ça, cette période, je te dis, Pas de Cash, Nova et tout, ça, c'est 2-3 ans. C'est un truc vraiment... Tout ça, ça se si tu veux, c'est peut-être même 2 ans. L'épisode Nova, c'est qu'en fait... donc, avant d'aller au Balajo, donc ce club dont je te parlais avant, d'Albert, rue de Lappe, il y avait Nova qui était à cette époque rue du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire à 200 mètres. Et donc moi, juste avant d'aller en fait au Balajo, je passais par Nova pour un peu traîner quoi. C'était un peu le truc, t'arrives, tu traînes. Donc à l'époque, donc évidemment, il n'y avait pas de clé USB, donc j'avais ma caisse de disque quoi. Donc je débarquais avec ma caisse de disque à Nova, puis voilà, je kiffais juste d'être là en fait, d'être un peu dans cette ambiance, voilà, voir les gens qui étaient là. Et un jour en fait, je croise Loïc Dury, qui était programmateur lui déjà à Nova. Et en fait, donc on se voit, on dit ah, salut, et puis il revoit ma caisse de disque, il regarde, il dit je peux regarder, il regarde ma caisse de disque, ouais, c'est cool ta caisse de disque et tout, et il kiffe un peu la sélection. Et en fait, à l'époque Nova, en fait, ils avaient une machine avec des bandes magnétiques. Il n'y avait pas d'ordi pour faire la programmation, et à un moment donné, il fallait inverser l'ordre des bandes, et pendant ce temps-là, il fallait faire un mix en direct. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais il m'a dit, du coup, tu vas faire le mix en direct le temps qu'on change les bandes. Et en fait, c'est comme ça en fait que je suis rentré à Nova. Donc au début je pensais que je n'étais pas payé, de toute façon j'ai jamais été trop payé à Nova, mais c'est comme ça que je suis rentré. Et ça pour moi c'est vrai que ça a été à tous les niveaux, là c'était vraiment l'explosion quoi. Parce que là, non seulement d'un point de vue musical, en plus j'étais à la discothèque, donc je passais mon temps à écouter des disques, à découvrir des trucs, je passais mon temps à découvrir des trucs. Et puis il y avait les mecs autour de moi qui étaient quand même des sommités, voilà, je parle même pas de Bizo, Loïc, tous les gens qui passaient, et puis tous les musiciens qui venaient, tous les gens qui faisaient des interviews, donc pour moi ça a été, c'est clair, même de toute façon pour moi Versatile, ça n'est quelque part qu'une émanation de ce que j'ai appris à Nova. D'ailleurs, au début, Versatile, ça devait être avec Nova. C'est pas fait pour X ou Y raison, c'est pas très intéressant d'en parler. Ça devait se faire avec Nova au début, puis ça s'est pas fait. Mais en tout cas, même moi, jusqu'à aujourd'hui, je considère vraiment que même ce truc de Versatile, c'est vraiment, pour moi, c'est Nova, quoi. Je dois à Nova complètement. Alors concrètement, comment tu as monté ton label Versatile et comment ça s'est passé ? Bah, concrètement, ça s'est passé très vite. Ça s'est passé, donc je te disais avant, en fait, on devait le faire avec Nova.
Et donc Bizot, il avait un truc, c'est un truc à la Bizot, donc il faisait toujours d'autres structures. Et donc il avait fait une structure avec Loïc, moi, puis il nous avait mis quelqu'un un peu dans les pattes pour nous surveiller. Enfin bref, je passe un peu les détails. Assez rapidement, je comprends que ça va pas le faire. Je comprends qu'avec Nova, ça va être un peu un frein pour moi. Je suis dans un truc de développement personnel où ça va pas le faire. Et donc j'avais déjà reçu la cassette d'iCube à cette époque-là à Nova, donc il me l'avait envoyé, et moi je l'avais fait écouter en disant voilà, moi je pense que ça comme première sortie c'est vraiment bien, il faut sortir ça quoi. Et là il y avait des trucs d'ego qui se jouaient, ah non, et donc assez vite j'ai compris que ça allait pas le faire, et donc en fait je me suis barré du jour au lendemain, j'ai dit voilà, je suis désolé, je pense que le label en fait je vais pas le faire avec vous, mais je vais le faire tout seul. Et donc voilà, donc j'ai quitté Nova vraiment du jour au lendemain, vraiment en un week-end. Ça pareil, je passe les détails, ils sont pas très glorieux pour certains, mais donc voilà. Et donc ouais, donc je dis je dis à IQ voilà, finalement le label ça va pas se faire avec Nova, ça je vais le faire moi tout seul. Est-ce que ça te branche toujours? Et il me dit ouais ok, et puis moi je connaissais les Daft Punk de Nova, parce faut savoir que vraiment à Nova à cette époque c'était vraiment un hub, tout le monde passait, c'est un truc c'était vraiment tout ce que compte Paris de plus intéressant, de plus ouf, de plus underground, ça passait par Nova. Donc, je parle de la musique africaine jusqu'à la techno, et avec tout ce qu'il y a entre les deux, quoi. Et donc moi je les connaissais un peu de Nova, les Daft. Et donc pareil, j'étais allé voir les Daft, je dis écoute voilà, finalement moi je fais mon label, je commence, le morceau c'est ça, est-ce que vous voulez faire un remix? Et ils me font ouais ok. Et donc en fait c'est comme ça que ça a commencé. Et donc du coup le premier truc donc qui s'appelait donc iCube Disco Cubisme. Allez, on écoute un extrait du remix du morceau Disco Cubisme de Nicolas Shea alias iCube, remixé par les Daft Punk. C'est une des premières releases de Versatile en 1996. Donc ça nous a mis sur la carte immédiatement. Et donc moi j'en revenais pas, tu vois, moi je suis fait un petit label, et d'un coup ça a cartonné, je recevais des mails du monde entier, donc on avait des stickers sur les disques, il fallait qu'on stick les disques nous-mêmes, donc au début, moi je pensais qu'on allait en faire 500, 1000, ou en fait on a fait 5000, 6000, donc il fallait sticker des milliers de disques. Moi c'était une époque assez marrante, et donc c'est vraiment les Daft qui nous ont... avec ce remix, parce que eux ils avaient pas fait leur premier disque encore. Et donc du coup, les Daft, ils ont été super avec nous, vraiment. On n'avait pas de studio, on n'avait pas de bureau. Et puis eux, assez vite, avec les thunes de Virgin, ils avaient un truc rue Durantin, qui était un petit bureau, avec où ils étaient. Et en fait, assez rapidement, en fait, ils nous ont proposé de nous héberger. Et ça a été hyper cool, parce que c'est vrai ça a été vraiment sympa de leur part, parce que bon, on payait pas de loyer, on payait pas de fax, etc. Donc on a fait une structure de distribution qui s'appelait Funky Town, et qui distribuait exclusivement Versatile, Cris d'amour et Roulé. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a... Et donc en fait vraiment ils nous ont vraiment on va dire mis le pied à l'étrier, dans le sens qu'on n'avait rien et qu'on avait quand même besoin d'endroits pour bosser, pour se développer. Ils ont été là sans absolument rien demander en retour. C'était vraiment d'une grande classe, quoi, je trouvais. Et depuis, Versatile, c'est des dizaines d'albums, de singles, de remix produits et de nombreux artistes signés, mais aussi tes propres prods. Je pense notamment à ton premier album solo sorti en 2021. Pourquoi avoir attendu presque 30 ans pour faire ton premier album ? C'est pas que j'ai attendu, c'est qu'en fait c'est les morceaux qui à un moment donné qui ont émergé. Et là je trouvais que ça faisait un sens pour moi de les sortir, que j'étais content des morceaux. Après c'est con, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail. Peut-être avant j'étais un peu en branleur et j'avais pas assez travaillé. Et le fait d'avoir été un peu exilé aux Pays-Bas, ça m'a permis justement de fourbir un peu mes armes, de vraiment travailler. Et en fait moi je me suis rendu compte que j'avais pas assez travaillé avant, en fait, tout simplement, quoi.
Je suis complètement autodidacte et donc au début en fait on va dire, je sais pas, j'ai jamais eu ce complexe de pas être musicien mais j'avais par contre des fois une frustration de vouloir enregistrer quelque chose, j'arrivais pas à le faire parce que j'avais pas la technique et j'ai toujours une approche qui est justement pas celle d'un musicien. Finalement, j'ai dû me débrouiller un peu avec les outils que j'avais et donc du coup, j'ai développé j'espère un truc un peu plus personnel, une approche plus perso de faire de la musique avec des samples notamment, avec des synthés. Et puis ouais, parfois le fait de pas savoir jouer, finalement, ouais, c'est que j'ai dit, c'est comme une chance. Il y a un côté peut-être un peu plus brut. J'assume complètement ça et au contraire, ça fait complètement partie de mon processus de création. J'ai compris que j'avais besoin de tourner des boutons, j'avais besoin de machines qui ont du caractère, qui ont vraiment et donc mon processus de création c'est vraiment à travers des machines et l'ordinateur il arrive vraiment à la fin pour enregistrer simplement. En fait, pour moi l'ordinateur c'est un magnétophone. Alors justement, j'ai écouté sur Spotify un de tes projets récents qui est très personnel pour le coup, qui s'appelle J'ai rêvé. Ce sont tes rêves que tu as enregistrés et mis en musique. On écoute et on en parle juste après. J'ai rêvé que les mots avaient une valeur nutritive. C'est-à-dire que quand tu manges, je sais plus exactement, quand tu parles, il faut que tu manges en même temps, sinon ce que tu dis, je sais plus. Bon, comment t'as eu l'idée de faire ce truc ? J'ai beaucoup fumé pendant longtemps, de juin je parle, et à un moment donné, il y a je sais pas, 2-3 ans, j'ai arrêté de fumer. Et donc du coup, je me suis rendu compte, ça je pense c'est un truc que les gens qui fument ou connaissent bien, on rêve pas, on se rappelle pas de nos rêves. Et puis donc du coup quand j'ai arrêté, j'ai vu que je rêvais, mais un truc de fou quoi. Et donc un jour j'ai dit ça m'a pris, j'ai dit tiens j'ai envie d'enregistrer juste comme ça, sans raison quoi. Et je me suis dit tiens j'aimerais bien essayer de voir comment ça rend si je mets les rêves sur de la musique. C'est des histoires un peu absurdes. Donc voilà, après les rêves, les clés de mes rêves, évidemment, c'est moi qui les ai. Donc là, je suis pas en train c'est pas ma mère, c'est pas machin, bon, c'est pas des trucs trop deep. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils veulent, avoir une image, donc contrôler leur image, alors que là, justement, dans le rêve, par définition, on contrôle rien du tout. On raconte vraiment un truc absurde qui nous est arrivé pendant qu'on dormait. Donc j'aimais bien cette idée-là de pouvoir montrer en musique un truc comme ça, quoi. Donc si un jour je commence un travail d'analyse, de psychanalyse, ça c'est du matos, c'est du super matos. Bon, on est ici dans ton studio à Versatile. Je vois des machines partout. Parlons un peu de ce que tu fais aujourd'hui et quels sont tes projets. Je sais que Chateau Flight, iCube et toi, vous êtes en train de préparer un album, je crois. C'est pour quand ? La sortie, j'espère avant la fin de l'année. Donc le disque, ça va s'appeler La Folie Studio, le nom de l'album. Ce sera un double album. Et donc c'était cool. J'étais vraiment super content on a pris vraiment vachement de plaisir. C'était pas du tout laborieux à faire. C'était vraiment du fun. On s'est éclaté à faire le disque. Donc ça, j'espère, ce sera pour la fin de l'année. Sinon, on a bientôt, j'ai fait un projet avec le batteur de Zombie qui s'appelle Cosmic Nemal. On a un projet qui s'appelle Kumbaya. Et qui va sortir sur Wake Dream. C'est 4 morceaux qu'on a fait il y a un petit moment. Et Wake Dream, c'est le label d'Orfeo de Wizard, un mec d'Amsterdam. Donc il sort ça sur son label. Et puis là, je bosse sur mon deuxième album. Donc voilà, là j'ai tous les morceaux. Et en fait, ce que j'ai fait, là j'avais envie d'enregistrer en fait le délire. J'ai rencontré des percussionnistes brésiliens à Amsterdam qui sont Julio Pimento, et c'est un père et un fils. J'ai fait une grande session avec eux sur tous les morceaux, donc ça va être un peu liant. Donc, enfin bref, je bosse sur ce deuxième album perso aussi. Donc ouais, pas mal de choses. Puis des remixes aussi. Là, je viens de terminer un remix. J'en finis un autre. Enfin bon, ouais. Merci Gilbert. Merci à toi. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.